Le procès dans l'affaire Le Procureur contre Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona s'est poursuivi à la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Entre le 22 mars et le 26 avril 2023, la Chambre de première instance 5, composée du juge-président Bertrand Schmitt, du juge Peter Kovacs et du juge Chang-Woo Chang, a entendu les dépositions de 4 témoins appelés par l'accusation. Cette chambre a accordé aux témoins de mesures de protection impliquant le floutage de l'image, la distorsion de la voix et le recours à des huis clos partiels afin de protéger leur identité. Les témoins ont été interrogés par les différentes parties et participants en l'affaire que sont le bureau du procureur, le conseil de la défense M. Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona, ainsi que le représentant légaux des victimes. Les deux accusés, M. Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona, ont toujours été présents dans la salle d'audience. Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona sont accusés des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par le groupe armé anti-Balaka contre la population civile musulmane lors d'un conflit qui les opposait aux groupes armés Seleka en République centrafricaine en 2013 et 2014. Ces 4 témoins ont tous déposé sur la présence présumée d'enfants soldats au sein du mouvement anti-Balaka. Du 22 au 29 mars 2023, Madame les témoins P2082 et Madame Myriam Elisabeth De Bruyn ont comparé devant la Chambre. La déposition de Madame le témoin P2082 a été ponctuée de nombreux huis clos partiels. En audience publique, le témoin a été essentiellement interrogé sur son travail auprès de l'ONG Enfants sans frontières, au sein de laquelle elle avait rencontré des jeunes de 11 à 17 ans qui avaient intégré le groupe anti-Balaka. Au sujet de ce que les enfants avaient pu lui raconter sur leurs expériences au sein des anti-Balaka, le témoin a répondu qu'il n'était pas rentré dans ces considérations. Madame Myriam Elisabeth De Bruyn, qualifiée de témoin expert, est un professeur d'université en anthropologie et histoire contemporaine de l'Afrique. Elle a d'abord été interrogée par Maître Olivia Struven pour le compte du bureau du procureur. Dans le cadre de la procédure visant à verser au dossier votre rapport, je vous demanderai de confirmer s'il est exact qu'en effet, vous avez fourni 2 rapports définitifs au bureau du procureur le 26 août 2020. C'est exact. Au fin du compte-rendu, il s'agit d'un premier rapport portant sur les enfants soldats au sein des anti-Balaka, la cote ERN écart OTP 21229155, et le second rapport est un rapport plus historique sur le recrutement des enfants en République centrafricaine. La cote ERN en est écart OTP 21229082. Madame le professeur De Bruyn, avez-vous été en mesure de relire ces rapports récemment? Oui, en effet, je les ai relus. Pourriez-vous confirmer au juge de la Chambre que ces rapports sont, à votre avis, toujours exacts? Ces rapports se fondent sur des études qui ont été réalisées entre 2016 et 2019, et en effet, ils sont exacts et précis en ce qui concerne cette période de temps. Aux questions de Maître Dimitro Soupron, représentant légal des anciens enfants soldats, le témoin a parlé des effets du recrutement d'enfants soldats de moins de 15 ans au sein des anti-Balaka. Dans votre rapport, à la page 31, vous dites que l'une des raisons qui ont poussé les enfants à s'enrôler dans les rangs anti-Balaka était le fait qu'ils avaient été endoctrinés par la communauté, en particulier par des discours sur le besoin de défendre la communauté. Ma question est la suivante. À votre connaissance, est-ce qu'il y avait d'autres façons par lesquelles les enfants ont été endoctrinés, en particulier une fois qu'ils soient déjà dans le groupe? Donc la question porte sur l'endoctrination des enfants. Il me semble que les expériences de ces enfants sont très diverses. L'endoctrination fait bien partie de l'attitude adoptée par les gens qui travaillent avec eux. Mais les enfants, d'un autre côté, avaient besoin de fuir la situation dans laquelle ils se trouvaient.
Il existe donc cet équilibre. Comme vous pouvez le lire dans le rapport, des violences ont été infligées aux enfants, notamment lorsqu'ils avaient déjà été recrutés. C'est une forme d'endoctrination, bien entendu. Donc je dirais oui, mais je tiens à souligner qu'il y a d'un côté endoctrination, mais d'un autre côté, ces enfants ont le besoin de trouver un chez eux, d'être quelque part. Donc il faut bien tenir compte de cet équilibre. Dans votre rapport, et je parle toujours du même rapport sur les effets du recrutement, à la page 15, vous dites que dans leur récit, les enfants vous ont relaté d'avoir fait l'objet de l'initiation de type traditionnel. Est-ce que ces enfants vous ont relaté en quoi consistait cette initiation? My honor, it is. Monsieur le Président, Messieurs les juges, la question est de savoir si les enfants nous ont relaté ou expliqué la manière dont ils ont appris ces pratiques. C'était très difficile, ils avaient beaucoup de mal à nous en parler, mais nous avons recueilli un certain nombre de témoignages à ce sujet. Et professeur, est-ce que vous pouvez préciser si ce que vous ont relaté ces enfants sur les détails, en quoi consistait cette procédure d'initiation de type traditionnel? Est-ce que vous pouvez fournir à la Chambre quelques détails? Your honor. Monsieur le Président, je pense que vous pourrez le lire dans le rapport. Ils ne nous ont pas dit beaucoup de choses à ce sujet. Et approfondir cette question ne faisait pas partie de notre recherche. Il s'agit de choses que les enfants ont eu beaucoup de mal à nous révéler. Madame De Bruyne a ensuite été contre-interrogée par Maître Guyo Suzuki pour le compte de la défense de M. Alfred Yekatom. Dans votre rapport, vous parlez de la manière, et nous n'allons pas entrer dans les détails, pour le compte-rendu, c'est 91-64. Vous parlez de l'étiquette d'enfant soldat de manière générale, de ce concept, et vous dites que cette étiquette est souvent importante pour l'enfant, car il peut lui donner accès à des ressources pour sa réintégration, pour les programmes de réinsertion sociale mis sur pied par les ONG. Pourriez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Donc pourquoi est-ce que cette étiquette d'enfant soldat peut permettre d'avoir accès à ces programmes? Yes, Your honor. Oui, Monsieur le Président, il s'agit d'un des éléments intéressants du travail des ONG de manière générale. Les ONG créent ces étiquettes car elles ont besoin de classifier les gens afin de les incorporer dans leur programme. Et enfant soldat est une de ces étiquettes. C'est également la raison pour laquelle dans de nombreux travaux universitaires, le concept d'enfant soldat fait l'objet de contestations. Mais bien entendu, c'est une étiquette qui donne accès à des ressources par le truchement des ONG ou dans le cadre de formation. Bien entendu, si l'on souhaite faire partie de ces programmes, il convient d'utiliser cette étiquette. Donc, si l'on est défini ainsi, eh bien, l'on devient automatiquement enfant soldat. Mais ce terme ne peut pas cacher ce qui se dissimule derrière la réalité. Le témoin expert a également répondu aux questions du conseil principal de la défense de M. Patrice Edouard Ngaïsona. Avant d'initier le contre-interrogatoire, Maître Alexander Knops a d'abord tenu à rappeler que les allégations de recrutement des enfants soldats ne relèvent pas des charges retenues contre M. Ngaïsona. Il a ensuite questionné le témoin expert sur la formation de groupes d'autodéfense et l'instrumentalisation alléguée de jeunes dans le conflit en République centrafricaine. Peut-être devrais-je vous poser une question beaucoup plus précise. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que l'avancée des groupes d'autodéfense dans le cadre du conflit qui a prévalu en République centrafricaine en 2013-2014 n'avait pas de relents religieux ou culturel, mais que cela avait quelque chose à voir avec le manque de sécurité, l'absence de sécurité par l'État. Your honor, I did also refer to this yesterday. Monsieur le Président, j'ai déjà parlé de cela hier. J'ai dit que la religion est intervenue plus tard. Donc le facteur religieux n'était pas à l'origine, je suppose, de la création des groupes d'autodéfense. Madam,
Bon, Madame le professeur, vous seriez d'accord avec moi, n'est-ce pas, si je disais que cette tradition dont vous parlez montre que ce sont les villages, les communautés qui ont toujours érigé ces structures d'autodéfense. Par conséquent, cette tradition n'indique pas qu'il existait un système centralisé ou une coordination au cœur de ces groupes. It is possible, and it's C'est possible. D'autres cas montrent que les groupes d'autodéfense sont organisés au niveau des communautés et s'inspirent des décisions de la communauté. Mais de là à dire qu'ils prennent de l'expansion et qu'ils deviennent plus importants, cela n'est pas possible sans l'intervention, sans donc des directives venant d'ailleurs. C'est un processus qui suit l'autre. Du 17 au 26 avril 2023, deux autres témoins ont comparu devant la Chambre. Il s'agit de M. le témoin P 2018 et M. le témoin P 1974. Le témoin P 2018 a d'abord été interrogé par le premier substitut du procureur, Kweku Vanderpoel, sur l'arrivée des anti-Balaka dans la préfecture de la Lobaye. Il a ensuite répondu aux questions au sujet du pillage et la destruction présumée des propriétés appartenant aux musulmans. Savez-vous ce qu'il est advenu des maisons qui appartenaient aux musulmans à Mbaïki à cette période-là? Bon, les maisons, il y avait des musulmans, quand ils étaient en mouvement de parti, d'autres musulmans ont confié leurs maisons à des particuliers auxquels ils ont eu à faire des attestations pour pouvoir confier leurs maisons à des particuliers. Mais maintenant, d'autres maisons des musulmans seulement été récupérées par des chrétiens. Juste, c'était ça, c'est ce que j'avais vécu. Il y a des musulmans qui ont fait des testaments pour remettre leurs maisons à d'autres particuliers, mais d'autres maisons des musulmans étaient récupérées par les anti-Balaka, y compris les chrétiens. Aux questions du représentant légal des victimes, le témoin a parlé en détail du contenu du programme de l'ONG Enfants sans frontières. Merci. Comme je comprends, l'objectif du programme de l'OSF, la deuxième partie, de cet objectif, était l'intégration sociale, l'assistance aux enfants au fin de leur intégration sociale. Est-ce que vous pouvez élaborer sur le contenu de ce programme afin d'aider les enfants de réintégrer leur communauté? Merci, maître. Je crois que c'est même ça la finalité de ce que nous avait fait. Lorsqu'on a fait ce travail psychologique et les travailleurs sociaux, à la fin, ils nous ont établi l'orientation individuelle de chaque enfant. Donc, raison pour laquelle il y avait des enfants qui ont opté pour le retour à l'école et nous, on les a inscrits, on leur a fourni des kits scolaires. Et il y a des enfants qui pensent que la possibilité ne leur permet pas de retourner à l'école, on les a orientés pour l'apprentissage des petits métiers. C'est pourquoi à Pissa, on avait organisé des enfants on les a formés en couture, en mécanique, en maçonnerie, et à la fin, on leur a donné des kits de réinsertion et d'installation jusqu'à nos jours. Merci, monsieur le témoin. Ma prochaine question est la suivante. Dans le cadre de son programme, et à votre connaissance, est-ce que l'ESF a effectivement pris des mesures concrètes ou mené des quelconques activités pour faire face au risque de la stigmatisation des anciens enfants soldats, des anti-Balaka, par les membres de leur famille et leurs communautés respectives? Bon, vous savez, le projet est un programme et le projet aussi est tellement limité dans le temps. Compte tenu de l'enveloppe qui nous avait été allouée, on n'a pas pu terminer les composantes du programme parce que, vu l'enveloppe, et du coup, le projet était tellement... vu la fin du projet, les autres composantes n'étant pas tellement... on n'avait pas pu aborder les autres composantes en ce qui concerne le risque de la stigmatisation de ces enfants dans la communauté, vu l'enveloppe allouée étant déjà épuisée.
Les contre-interrogatoires du témoin P 2018 par la défense de M. Alfred Yekatom s'est pour l'essentiel déroulé à huis clos partiel. Monsieur le témoin P 1974 a été le dernier à comparaître devant la Chambre au cours de cette période. En audience publique et aux questions de l'accusation, le témoin a parlé de la présence alléguée d'enfants soldats au poste de contrôle anti-Balaka à Pissa et à Sekia. Il fallait constater. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait 6 enfants. Monsieur le Président, la question que le bureau du procureur pose, qui est de savoir est-ce que j'ai eu d'autres discussions un peu approfondies avec les enfants, je ne pouvais pas le faire à cette époque-là où ma sécurité devait être engagée. Ce que j'ai vu, les enfants étaient là. Je me suis approché des enfants. J'ai fait des petits attraits. D'abord, même visiblement, il fallait le voir. Certains étaient habillés en tenue militaire et d'autres en tenue civile. Mais lorsque je me suis intéressé à 2, les autres se sont rapprochés également de moi. Et en 2-3 minutes, nous nous sommes dit quand même, je leur ai posé une question de savoir qu'est-ce que vous faites. Ils m'ont dit tout simplement, ils sont dans le groupe anti-Balaka. Est-ce qu'on peut encore expliquer le fait de voir un enfant en tenue militaire, pour moi qui suis protecteur des droits de l'enfant? Donc, voilà ce que je peux dire sur ce qui s'est passé sur la barrière de Sekia. Face à la défense de M. Alfred Yekatom, le témoin P 1974 a été confronté à un extrait du témoignage de M. Kouroupeao, ancien maire de la Lobaye durant la période incriminée. Nous avons entendu en audience publique le préfet de Mbaïki, M. Kouroupeao, qui a expliqué qu'à cette période, donc 2013-2014, compte tenu de la situation, il y a eu une inflation de programmes par des ONG diverses et que la population a essayé, autant que faire se peut, de profiter de ces différents programmes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu constater également? Monsieur le Président, le constat présenté par le préfet Kouroupeao n'est que normal. Et c'est vrai, parce qu'à cette époque, le pays traversait une période très grave et la vulnérabilité de la population était telle que lorsqu'un projet se présente, et alors tout le monde y voit comment tirer son profit ou bien son bénéfice. Mais exclusivement pour ce projet dont il est question ici, ça ne touchait pas tout le monde. C'est un projet bien indiqué et ayant pour objectif de retirer les enfants qui sont dans les groupes armés. Les procès dans l'affaire le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona s'est poursuivi le 15 mai 2023 avec la comparution de nouveaux témoins appelés par le bureau du procureur.